Bonjour à tous et bonjour à toutes. Et aujourd'hui, Le mec, il a pris le lead. on se retrouve dans notre interview avec Maxime Leblanc qui va. C'était quoi le but de cette interview? Bon, mon cher Jérôme. Ah, mon cher Maxime, bien le bonjour et merci de participer à cette interview. Je vous présente Maxime Leblanc. Maxime Leblanc est un Français de la région parisienne, nutritio quelque chose et aussi avec une petite expérience en coach sportif. Et sachez que si vous posiez la question de si 90 km de marche avait une odeur, eh ben oui, elle est à côté de moi. Maxime Leblanc traverse actuellement la France à pied avec des patients et des survivants du cancer, dont moi. J'ai eu 2 cancers, un à 13 ans, un à 17 ans, un lymphome d'Hodgkin en stade 4. Ça a un petit peu bouleversé ma vie. C'est une des raisons pour lesquelles je trouvais ça très intéressant de participer à cette interview. Maxime, fin d'introduction, je te laisse prendre le lead. Non, mais ça me fait plaisir que tu sois moteur dans cette aventure pour une fois. Pas à te tirer, mais. mais plus sérieusement, merci déjà, mon gars, d'avoir marché avec moi. Avec plaisir. Et ça m'a fait vraiment plaisir de partager ça avec toi et de te rencontrer au-delà de ça, humainement. Donc, vraiment merci. Et je voulais savoir, moi, comment tu avais vécu l'aventure déjà dans un premier temps. Et après, on parlera de ce que tu as eu et de tout ton parcours. Mais l'aventure, comment tu l'as vécue? Comment j'ai vécu l'aventure? C'est assez intéressant comme question parce que je pense que mon aventure elle a commencé il y a plusieurs mois quand une abonnée m'a envoyé ton parcours, ton projet. Et finalement, moi je me suis pas trop posé de questions. Je pense que je t'ai envoyé un message en me disant dis-moi une date, une heure, un lieu et j'arriverai. Il faut quand même contextualiser que j'habite en Belgique. La Belgique, c'est comme de l'autre côté, c'est à 700-800 km d'ici, voiture jaune. Et que du coup, j'ai dû traverser la France pour pouvoir arriver à Bourg-Argental. Bourg-Argental, qui est une ville qui est absolument pas desservie en transport. Et donc, il y avait, ça a un peu fait partie de mon aventure aussi et de ce périple, de ce périple. Oui, parce que ça faisait déjà 5 jours, enfin 4-5 jours que tu étais sur les routes, toi. C'est ça. C'est que j'ai décidé d'un peu tout couper dans mon quotidien et de me dire, ok, là on part pour soi, on part marcher avec quelqu'un et on va aller un peu. J'adore la marche, donc c'est pas trop un problème, mais on sait pas comment on va y arriver. Et c'était là aussi le challenge dans mon aventure à moi, si je la prends d'un point de vue personnel, c'est que quand je t'ai envoyé le message en te disant, donne-moi une date, une heure, un lieu, pour le même prix, tu me donnais n'importe quel endroit, je devais me débrouiller pour y arriver. Donc il y avait déjà toute cette organisation pour y arriver. Et arriver au point de rencontre qui était Bourg-Argental, c'était que le début de l'effort physique. Exactement. C'était que l'aventure avait commencé. Voilà, l'aventure, là c'était l'effort physique qui commençait, de se dire, on va attendre ça comme ça. Et du coup, c'était le début de l'aventure, de se dire, ok, là maintenant, on a 90 bornes à marcher avec un mec qui en a déjà fait 800. Ouais. Et comment j'ai vécu ça? Avec beaucoup de relativité. Je vais pas mentir, 90 bornes, je l'ai fait un peu au culot, mais c'est beaucoup, 90 bornes. 90 pour mes compatriotes. Et je savais pas trop, mais ce que je sais avec la marche, c'est qu'il faut mettre un pied devant l'autre. Et j'aime beaucoup la marche pour ça, c'est que dans toute épreuve de vie, c'est toujours la même chose. Ça semble très très loin l'arrivée, mais en mettant un pied devant l'autre, en se disant, en faisant étape par étape, en passant un premier village, un deuxième village, en prenant une première pause, une deuxième pause, etc. Et ben il y a un moment où on réalise qu'on est plus loin que la moitié. Et c'est ça que j'adore dans ce genre d'épreuve. Et je pense que si on prend mon expérience, c'est qu'il y a un moment aussi où il a fallu être lucide et prendre les bonnes décisions, parce que à 70 km, 70 pour mes amis compatriotes belges, mon genou a commencé à... Enfin, ça faisait 10 km qu'il avait des douleurs très sévères dans le dénivelé et qu'il a fallu réadapter le chemin. Donc j'ai terminé en stop.
Mais après, t'en étais pas, tu dis que t'aimes beaucoup la marche, etc. Voilà, parce que t'en es pas à ton coup d'essai non plus. Là, effectivement, on a été un peu limité par le genou, mais t'as quand même fait 135, 130. c'était 130, Ouais. bon, c'est une heure de plus, tu me diras 135, mais bon, ouais, quand t'as fait 130 bornes tout seul, en marche solitaire. J'étais pas vraiment tout seul. Oui. C'est ça la symbolique de ce projet, c'est que j'étais accompagné sur plusieurs étapes, un peu comme toi. C'est que finalement, oui, le parcours en entier, tu le fais seul, il n'y a personne qui fait tout le parcours avec toi, mais j'ai été accompagné et mine de rien, ça fait beaucoup. Parce que chaque personne vient avec un parcours, vient avec une expérience, vient avec des motivations qui font que ça te redonne la banane parce que tu as l'impression de revivre une nouvelle aventure à chaque étape. Et ça, c'était beaucoup. Et ce qui est chouette aussi, c'est que là où les 130 km, c'était mon expérience, ici, il y avait un côté aussi où je venais, mine de rien, dans ton périple. Et donc, je sais que j'étais une petite étape dans un périple et donc une motivation en me disant, ok, bah, c'est bien, on va le booster un peu et on va un peu aller challenger Maxime pour un peu le remotiver. Le remotiver. Et d'ailleurs, pour du coup faire aborder le sujet, tu as fait 130 km pour, du coup, c'était vis-à-vis de pour tes 13 ans. Ouais. Vas-y, si tu peux raconter, du coup, ça va nous permettre aussi d'aborder ton parcours. J'ai fait 130 km d'une traite à une semaine près de l'anniversaire de mes 13 ans du cancer dans la vie. Donc j'ai eu un cancer quand j'avais 13 ans. J'ai fait une rechute à 17 ans et l'année où je l'ai fait, j'avais 26 ans. Ça veut dire que à partir de cette étape-là, cette étape du cancer, je vivais plus longtemps avec l'expérience du cancer dans ma vie, les épreuves que c'est, les difficultés que c'est, qu'avec l'innocence d'une vie sans le cancer. Et donc, je voulais un peu fêter ça, j'aime bien marquer le coup dans des dates symboliques avec des grosses épreuves physiques. Et donc, ouais, la marche, j'aimais beaucoup l'idée de la marche parce que c'est long, c'est lent, on s'ennuie, c'est difficile. Il y a des petites douleurs qui s'installent, etc. Et je trouve que ça permet des longues épreuves comme ça permet d'avoir un condensé de la vie en un instant. Et raconte-nous un peu le parcours du cancer que tu as eu, des 2 cancers que tu as eu et l'impact que ça a pu avoir. J'ai eu un lymphome d'Hodgkin en stade 4. Ouais. Pour les personnes qui ne sont pas du tout impactées par le cancer, c'est un cancer des ganglions. Le stade 4 est le stade le plus avancé d'un cancer. Ça veut dire qu'il y a 4 stades, et le stade 4 commence à être, mine de rien, ça veut dire que tout est touché. Donc quand on parle du système lymphatique, c'est tout le corps. Tout mon corps était touché, et la prochaine étape, c'était que ça commence à partir... à se métastaser. Voilà, à se métastaser dans d'autres cancer entre guillemets. Il a été difficile à découvrir parce que le cancer infantile reste un cancer, ça reste une maladie rare, et donc il a fallu plusieurs mois pour le faire. J'ai eu tous les traitements, etc. Et 4 ans après, donc 1 an avant la fin de ma rémission, j'ai fait une rechute du même cancer en stade 2. Qui s'est découvert avec des ganglions qui étaient des métastases qui étaient en train de gonfler au niveau de la cage thoracique. Je pense que ça change une vie, ça change la perception de la vie, et surtout on prend conscience aussi de beaucoup de choses quand on est jeune. Tu m'as dit que tu n'avais pas trop conscience au début de... tu sais, quand tu avais 13 ans, que tu n'avais pas trop conscience de ce qui se passait, enfin, comment tu vis ça quand tu as 13 ans et quels souvenirs t'en as en tout cas? On subit, je pense que surtout quand on en fait 2, alors moi je parle de mon expérience, mais je pense que c'est comme ça un petit peu à tous les âges. Le premier, on subit, on découvre, c'est un peu la découverte, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qu'une chimiothérapie fait sur le corps, on ne sait pas toutes ces choses-là. Le deuxième, en tout cas pour ma part, il y a eu une analyse qui s'est faite, où il y a des mécanismes que je commence à installer, les faux sourires des parents, des aidants proches. Ben en fait, tu remarques que c'est des sourires d'inquiétude
qui essayent d'être rassurés. Tu sens les petites respirations quand tu entends tes parents qui te disent qu'ils sont au parking, mais qu'en fait ils mettent beaucoup plus de temps que prévu pour arriver. Tu sens qu'il y a cette inquiétude, ce côté de ok, maintenant en fait on met un peu le masque, le sourire, la motivation. Et du coup il y a eu une prise de conscience que en fait j'étais un peu maître de mon destin quand t'es malade. Ouais. Que je pense que le premier, j'en voulais à toute la terre entière. Le deuxième, j'ai réalisé que finalement, c'était une faute à pas de bol et que de toute façon, il fallait se battre parce qu'en fait, j'étais le moteur du sourire dans ma famille. Ouais, c'est ce que tu m'as dit pendant qu'on marchait, que il fallait que t'enchaînes les bonnes nouvelles. Ouais. Je remarquais que si ça allait bien, Ouais. si ça allait bien dans mon parcours de santé, finalement ça allait bien aussi autour. Parce que, mine de rien, quand tu es malade, malgré toi, tu deviens un peu le centre de l'attention, tout le monde attend les nouvelles dès que tu dois aller à l'hôpital, etc. Et quand les nouvelles étaient bonnes, c'était une grande joie. Après, de nouveau, ayant eu, je le dis très souvent, moi, ayant eu un cancer très jeune et que ça a parcouru toute mon adolescence, pour moi, ça a toujours été la normalité. J'ai réalisé que plus tard, que finalement, le cancer, c'était pas normal. Que j'étais un cas rare, que je faisais partie des 500 malheureux belges qui, par an, découvrent qu'ils ont un cancer entre 0 et 18 ans. 500, c'est pas beaucoup. Et après, avec plusieurs formations, etc., j'ai réalisé aussi que sur les 500, j'avais une chance sur 5 de mourir. Faut t'as pas de bol, de nouveau. On peut pas... Mais ça reste une roulette russe et ça reste tout ça. Ça, je l'ai réalisé bien plus tard avec des formations. Parce que du coup, formation, parce que t'es... Là, actuellement, tu es patient expert et tu as beaucoup de responsabilités aussi. Tu es vraiment investi dedans encore. Je suis investi, après, jamais assez à mon goût. Donc, pour ceux qui ne savent pas, patient expert, pour le contextualiser, c'est... donc, j'ai suivi différentes formations pour faire de mon parcours de patient, d'ancien patient, un accompagnement pour aider d'autres patients, pour aider aussi les hôpitaux à mieux comprendre ce que les patients vivent, pour essayer aussi faire bouger les choses d'un point de vue gouvernemental, pour pouvoir améliorer plein de choses. Parce que, et je pense que là c'est intéressant l'échange, c'est que toi tu es nutritionniste en oncologie, c'est que tu vois toute la maladie d'une manière théorique. Toutes ces choses que tu vis, tu le vis d'une manière théorique. Et mine de rien, venir avec son expérience en tant que patient pour pouvoir discuter avec les professionnels et dire voilà, en fait, ça, dans la théorie, ça se passe comme ça, dans la pratique, c'est pas possible. Dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Et du coup, sur certains pôles, parfois, les professionnels n'ont plus les compétences parce qu'en fait, ils n'ont jamais vécu la maladie d'une manière pratique. Et donc, on arrive pour répondre à des questions. Mais répondre avec les questions avec aussi un bon processus. Ça veut dire que quand on fait de l'aide à la personne, par exemple, on ne peut pas tout dire. On peut pas donner notre avis, mais on peut diriger les personnes vers les bonnes choses. Et on ne parle pas de la même manière à un médecin, qu'on va parler à un patient, qu'on va parler à certaines choses, etc. Et du coup, c'est aussi toutes des formations pour pouvoir faire ça, pour pouvoir véhiculer, pour pouvoir faire toutes ces choses. Parce que toi, là, tu as aussi accompagné des familles, c'est ça ? Ouais. Donc, ma mission en tant que patient expert, elle a plusieurs pôles. Ça veut dire que mon numéro est toujours disponible à l'hôpital si besoin un jour de quelqu'un qui a besoin de réponses, qui a besoin de plein de choses, etc. La même chose via les réseaux sociaux où j'en parle pas ouvertement, mais je reçois souvent des messages de personnes qui me disent « J'ai vu que tu avais eu un cancer, il y a un cancer qui vient de tomber dans ma famille, comment on fait ?» Après ça, il y a aussi des appels à mission qui sont, par exemple, actuellement, on a travaillé sur ce qu'on appelle un toolkit. Donc, on a travaillé là-dessus en Belgique, qui avait pour objectif de créer un peu une boîte à outils pour accompagner les familles d'enfants qui avaient un cancer, pour savoir les bonnes choses à faire, les bonnes questions à poser à un médecin quand on ne connaît pas la maladie, pour savoir un peu, prendre conscience un peu de tout ce qui a fait, de tout ce qui affecte la maladie, savoir aussi comment gérer l'entourage qui parfois n'ose pas poser de questions ou qui parfois en pose de trop, comment pouvoir aussi régler un peu tout ça et le normer.
Et après, de nouveau, avoir un peu des petits conseils de survivants du cancer pour pouvoir le faire. On est en travail maintenant pour pouvoir faire la même chose avec les écoles. Parce que, mine de rien, quand il y a un enfant qui tombe malade dans une école, bah, ça bouleverse l'environnement scolaire. Et l'environnement scolaire chez les jeunes, c'est le premier lien social. Et on va pas se mentir, quand on tombe malade, ben, il y a un lien social qui se coupe complètement et qu'il faut entretenir parce que sinon ça peut donner des séquelles sur le très long terme. T'as eu des séquelles, toi, de tout ça? Moi, ouais, si je pense qu'une des plus grosses séquelles, c'est le fait que j'ai très peu vécu ma vie avec l'innocence. L'innocence que la vie, Ouais. elle est longue, la vie, etc. C'est que dès mes 13 ans, mon pronostic vital, il a été engagé. Dès mes 13 ans, je devais faire attention, je vivais au jour le jour. Ça veut dire qu'il y a des jours où je ne pouvais pas me projeter plus d'une semaine à l'avance. Dans le sens où, dès mes 13 ans, je devais vivre au rythme des chimiothérapies et je devais vivre au rythme des allers-retours à l'hôpital. Dès mes 13 ans, aujourd'hui, il y a le Covid qui fait qu'on a tous été confinés, mais à 13 ans, on était en 2010, ben, quand tu es malade, tu vis exactement le même confinement. Sauf que tu vois tout ton entourage vivre avec les réseaux sociaux, etc. Toi, tu es bloqué à l'hôpital et tu vois tout l'entourage et le cercle social qui fait plein de choses sans forcément t'inclure parce que tu peux pas forcément. Et du coup, bah, en fait, tu t'es coupé du monde, ce qui crée un peu parfois l'anxiété sociale, comment réagir, etc., de l'agoraphobie, parce que tu te retrouves, on t'interdit quand tu es malade d'aller dans la foule. Puis après, d'un coup, on te dit, ok, c'est ok, mais toi, la foule, pendant très longtemps, c'était quand j'arrivais, je pouvais sortir, mais si je voyais de la foule, je devais l'éviter, parce que c'est des nids à microbes, c'est des clusters, et du coup, il y a tout ça. Et c'est un peu toutes des choses qu'il fallait puis vivre aussi avec, et on l'oublie très souvent, mais avec le fait qu'on a survécu. Ça a été peut-être le plus difficile. Quand tu parles de toi, t'es la seule personne là, de tous les participants à dire survivant du cancer. C'est comment dire, c'est lié aussi à ta rechute. Je pense que ce qui est important à prendre conscience, en tout cas quand, de nouveau, moi j'ai vécu un cancer pédiatrique, c'est le fait que pendant très longtemps, moi j'ai négligé la maladie. Quand je dis que j'ai négligé la maladie, j'avais négligé l'impact qu'elle avait dans mon quotidien. Pour moi, la maladie, c'était une étape de vie. Ouais. C'était... Et puis j'ai réalisé petit à petit qu'en fait non, c'était pas normal, qu'en fait tous les enfants ne vivent pas un cancer, tous les enfants passent pas leur adolescence dans un hôpital. Et puis j'ai pris conscience que j'avais survécu. Ouais. J'ai pris conscience que quand je dis j'avais survécu, ça veut dire que moi il y a un jour je suis retombé dans la vie active, je suis retombé dans une vie dite normale. Pas tous mes camarades de chambre, pas toutes les personnes que j'ai croisées à l'hôpital. Et mine de rien, il y a un moment où on te dit super, tout va bien, fais des études, vis ta vie, profite. Ça, t'es guéri quoi. T'es guéri. Et en fait, tu remarques, tu te dis ouais, mais pourquoi moi je suis guéri et pas les autres? Pourquoi moi je suis vivant et pas les autres? Pourquoi moi tout va bien et pas les autres? Et tu te retrouves après à te dire mais tu rentres dans une vie normale et en fait, t'as vu tes camarades de chambre qui étaient à l'agonie, qui parfois étaient vraiment en souffrance. Et tu retombes un peu comme un militaire qui rentre de guerre, et tout le monde vit sa belle vie alors que tu as vu littéralement des gens mourir. Tu vis avec ton bagage, ce que tu as vu, ce que tu as vécu, et puis le retour à la réalité n'est pas... Enfin, tu te rends compte que ta réalité n'est pas celle des autres, quoi. Enfin, voilà. Et en fait, tu te rends compte qu'en fait, oui, il y a des syndromes post-traumatiques, la culpabilité aussi parfois d'être encore là. De se dire ok, mais pourquoi il y a plein d'incompréhensions qui se font. Tu vois que tu grandis, que tu passes des étapes de vie, etc. Et puis dans un coin de ta tête, t'as tes copains avec qui eux ça s'est arrêté. Et c'est 1 sur 5. En fait, il y a aujourd'hui chez le cancer pédiatrique, c'est 80% de réussite. À 80% de réussite, ça veut dire qu'il y a un enfant sur 5 qui décède. Il y en a 500 par an des nouveaux patients en Belgique, il y en a 35 000 en Europe. 1 sur 5, ça reste encore beaucoup. Et c'est une des raisons de toute l'implication, c'est qu'en fait, il y en a 1 sur 5,
Alors qu'en fait, pourquoi ils ne survivent pas? C'est parce qu'il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de traitement adapté, il n'y a pas de choses adaptées, parce qu'en fait, c'est une tellement petite marge. En Belgique, c'est 500 nouveaux patients du cancer pédiatrique euh, en général, donc de tous les cancers confondus. Un cancer de la prostate, c'est 5000. Mm. Niveau Bien rationalité, sûr. mais en fait, c'est beaucoup plus rentable d'aller investir dans des Oui. recherches pour ce type de cancer. Et du coup, il y a une culpabilité, il y a un truc où tu te dis, putain, tu te dis, c'est fascinant, enfin, c'est pas fascinant en fait, c'est terrifiant. Et, et donc, il y a toutes ces petites choses-là qui font que, en fait, au fur et à mesure, tu penses que tout va bien. Et puis, à chaque étape de vie, tu te prends une grosse claque dans la figure qui te rappelle qu'en fait, ton cancer te rappelle. Tu le remarques indirectement, qu'il y a des conversations qui se font. C'est bête, mais moi, j'ai eu un cancer du coup à 13 ans, à 17 ans. Vers 22, 23, 24, tu commences à parler, par exemple, du fait d'avoir des enfants. Et c'est très souvent la conversation, ah, tu veux combien d'enfants, etc. Hop, bah en fait, soit tu mens, soit tu dis la vérité et tu plombes l'ambiance, tu dis, mais en fait, moi, je peux pas en avoir. Parce que les cancers ont fait que ça m'a rendu complètement stérile et qu'en fait, je pourrais pas me projeter. Et puis très souvent, on arrive, mais c'est pas grave, tu peux adopter. Et en fait, c'est pas une question de choix. C'est une Oui. question que tu as un passé qui te rappelle tous les jours que qu'en fait tu as vécu un cancer. Et sur plein d'étapes de vie comme ça, où ça arrive et puis tu le réalises sur plein de choses, où tu prends conscience de tout ça. Et quand on marchait aussi, on parlait, tu me parlais qu'en gros, la lutte contre le cancer, c'est aussi une lutte collective. Genre, c'est aussi tes proches qui sont. Enfin, même si toi, t'as été vraiment proactif dans ton processus de soins, que machin, que tu me disais que bah, t'allais vomir après la chimio, puis ensuite tu te remettais. Enfin, si ça passait quand tu mangeais, même si t'avais pas envie, tu mangeais, mais t'allais bouger, tu faisais de la kiné en rab, etc. C'est important de dire que c'est une lutte collective parce que la position des aidants, elle est quand même. Enfin C'est, raconte un peu comment c'est une position très difficile d'aidant proche. Un aidant proche, c'est quelqu'un qui est dans le cercle social proche de quelqu'un qui est en train de combattre un cancer, une maladie en général. Euh, donc, si on prend tout le spectre de la maladie, il y a le malade et puis il y a les aidants proches. Pour ma part, c'était mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, ma belle-mère, c'était mes beaux-frères, mes belles-sœurs. C'était vraiment le cercle très proche, les gens que je croisais tous les jours. Ouais. Après ça, il y a les amis, et après ça, ça commence à s'ouvrir. Et quand tu tombes malade encore plus très jeune, il y a ce côté où tu es là, et moi j'ai eu cette discussion où je disais, mais de toute façon, c'est pas vous qui allez mourir, c'est pas vous. Et, euh, et je remarquais que quand j'avais cette discussion avec mes parents, il n'y avait aucune réponse. Et donc ça légitimait ma réponse, ça légitimait mon côté. Je dis ouais, non, c'est facile pour je vous. peux le dire. Ouais. Et je disais c'est facile pour vous. Et en fait, au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure, moi je m'ennuyais à l'hôpital et donc j'allais dans toutes les chambres, je commençais à discuter avec les parents, je voyais l'inquiétude auprès des parents et en fait, au fur et à mesure de ça, les parents me disaient oui, mais en fait, c'est difficile pour nous parce que nous, on est impuissants, on nous a appris que notre enfant allait peut-être mourir et on peut rien faire. On ne sait pas. On est dans l'inquiétude constante. Parfois ça va pas, mais on vit au jour le jour aussi. Tous les jours, on doit avancer avec l'idée que potentiellement, peut-être, on va perdre un enfant. Quand tu as un enfant, tu n'as pas cette conscience-là. Bien sûr, ouais, bien sûr. Et la même chose quand tu as un frère, la même chose quand tu as une sœur. Mais potentiellement, tous les jours, tu es avec cette peur de perdre un proche. Et tu as tout ce truc que tout le monde met son ego de côté, tu deviens un peu le centre de l'attention. Et en fait, tu n'as pas conscience de tout ça. Moi, je l'ai réalisé bien après. De ces séquelles, c'est encore des sujets parfois tabous dans la famille. Rien que le fait que, pour rire, je dis très souvent que je suis le favori, je suis le préféré. Mais parce qu'en fait, j'ai été le centre de l'attention, parce qu'en fait, tout le monde avait peur de me perdre. Et ça, quand tu es malade, tu t'en prends pas forcément conscience. Qu'en fait, c'est un combat où tout le monde a quelque chose à perdre, où tout le monde a quelque chose à gagner. Et mine de rien, le rôle des dents proches, il fait peur. Il fait peur parce qu'en fait, tu dois faire face et tu peux pas lâcher. Alors que tu rêves, c'est difficile.
Mais il y a ce côté où c'est un combat collectif. C'est un combat au quotidien, c'est un combat logistique, c'est un combat auquel on ne se rend pas compte que le cancer, ça affecte pas juste une personne. Ça affecte tout Ouais, le c'est cercle un, social. c'est un séisme au sein d'un cercle social, comme Mhm. tu dis, ouais. Et ben mon gars, quel témoignage. C'était marrant. Ouais, Les 70 keyboards, hein. ouais, bien sûr. 90 pour toi. Mm. C'était drôle. Et puis Ouais. ce qui est beau dans cette aventure, c'est le fait que, ok, on a tapé une perf sportive, mais en fait chacun à son niveau se dépasse. Chacun à son niveau. Et je pense que c'est un peu le mot d'ordre de cette aventure, c'est qu'en fait il faut mettre un pied devant l'autre pour avancer et que parfois le chemin semble très très long, mais en mettant un pied devant l'autre. Nous on a fait très peu d'étapes, mais parfois il faut plus d'étapes. Et en fait, il faut mettre plus de paliers, mais qu'à un moment, on arrive à voir le sommet de la montagne. Et c'est le but de l'aventure. Bah merci ma poule d'avoir participé, hein. Vraiment. Avec grand plaisir. C'est une fin d'interview pour Maxime et Jérôme. Aujourd'hui, nous allons faire l'interview de Maxime. Comment se passe ton aventure, Maxime? Ah là là, si vous saviez. Bah c'est éprouvant, hein. Les pieds fatiguent, mais humainement ça vaut le coup. C'est d'ailleurs pour ça que je le fais. Tu me disais que... Mais on parle vraiment. Ouais, on parle vraiment. Tu me disais que c'était toi en tant que... Enfin, donc